Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sophie Devos. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bourgmestre faisant fonction d'Auderghem, vous êtes défi et on va faire connaissance avec vous puisque vous êtes finalement la deuxième femme bourgmestre de la région bruxelloise parce qu'au soir du 14 octobre, il n'y en avait qu'une et maintenant, il y en a deux puisque vous remplacez en fait Didier Gauzoin. Alors, une femme bourgmestre, c'est important. Hein, et un collège avec beaucoup de femmes, c'est important aussi. Vous y attachez de l'importance ? Absolument. Je trouve que ça a extrêmement beaucoup d'importance. On a, pour la première fois, il faut signaler 50% d'élus au niveau de tous les élus bruxellois. Malheureusement, il n'y a quand même que 2 femmes bourgmestres, donc ça c'est un petit peu interpellant. Mais donc oui, j'attache beaucoup d'importance. La population est composée à 50% d'hommes, à 50% de femmes. Il est quand même normal que les femmes soient dans les exécutifs, a fortiori les exécutifs les plus proches du citoyen, donc dans les communes, et donc qu'elles puissent être à la fois échevines et aussi bien sûr bourgmestres. Alors en plus, à Auderghem, il y a tellement de femmes dans le collège qu'il n'y a peut-être presque pas assez d'hommes. Donc c'est un peu comme à XL lors de la législature précédente. C'est vrai que l'ordonnance qui vise à la parité à Auderghem a plutôt sauvé les hommes que le contraire. Mais enfin, on est les bons élèves, on ne va pas non plus nous reprocher de ne pas faire la parité dans l'autre sens. Mais effectivement, on a le conseil communal le plus féminin de Bruxelles, avec 65% de femmes élues. J'aimerais bien d'ailleurs vérifier si ce n'est pas le plus féminin de Belgique, parce que c'est vraiment un score. On a aussi plus de 2 tiers des femmes au conseil communal, au collège, au collège. Et puis, effectivement, comme vous le signalez, la deuxième femme bourgmestre. Oui. Alors, vous, Sophie Devos, lors des précédentes législatures, vous étiez échevine, hein, vous étiez échevine notamment de la culture et de l'emploi, et vous êtes une femme d'entreprise, vous êtes une chef d'entreprise, il y a une entreprise familiale. Comment vous faites pour vous arranger maintenant que vous êtes bourgmestre ? Mais en tout cas, le temps que je fais fonction, je me mets tout à fait en retrait de l'entreprise familiale. Donc ça, j'ai organisé mon remplacement à ce niveau-là. Et je m'investirai à 100% pour la commune, pour tout le moment pendant lequel je ferai fonction, effectivement. Alors, est-ce que c'est une bonne formation d'être chef d'entreprise ou d'avoir une entreprise familiale non quand seulement on est j'ai une bourgmestre ? formation effectivement d'ingénieur commercial à la base, et puis effectivement j'ai passé pratiquement les 20 dernières années à de la gestion de PME, donc je pense que ça me donne une bonne idée des réalités du terrain. Oui. Une commune, c'est une PME ? Est-ce qu'on peut faire la comparaison ? Peut-être pas une toute petite PME, mais il y a une grande variété de tâches et il y a beaucoup de contacts avec le terrain. Alors, vous venez plutôt de la famille libérale, vous, au départ. Est-ce que vous sentez bien dans Défi Alors, je me suis effectivement, la première fois que je me suis présentée, donc en 2006, c'était comme indépendante sur la liste MR. En fait, ma démarche, elle était 100% citoyenne à ce moment-là, et je voulais vraiment voir à quoi ça ressemble une commune. Bon, j'ai été élue du premier coup, j'ai eu cette chance, et déjà à l'époque, Didier Gauzoin ouvrait sa majorité à d'autres listes, sa majorité absolue, et donc dès le lendemain des élections, je me suis retrouvée conseillère communale dans la majorité. Puis un petit peu plus tard, lorsque j'ai souhaité aller plus loin dans mon engagement, j'ai pris une carte de parti et je me sentais effectivement plus proche des idées de Défi. Donc à l'aise là-dedans. Alors, vous êtes bourgmestre faisant fonction aujourd'hui. Les 6 dernières années, c'était Christophe Magdeleins. Les 4 dernières années. Les 4 dernières années, oui, tout à fait. Lui, à la fin, s'est plaint de l'omniprésence du bourgmestre empêché. Alors vous, comment est-ce que vous allez vivre avec cet omniprésent bourgmestre, Didier Gauzoin, il prend de la place à la fois au gouvernement régional, mais aussi dans Auderghem. Alors comment ça va se régler entre vous ? Écoutez, c'est vrai que quelqu'un qui est là depuis 42 ans, qui a fait du bon travail, qui fait du bon travail, qui est particulièrement apprécié de la population, c'est clair qu'il faut rester modeste à côté de personnes comme ça. Mais bon, d'un autre côté, ça fait maintenant des années qu'il martèle, qu'il veut passer la main, qu'il veut mettre en place une nouvelle génération, qu'il veut préparer l'avenir. Donc, j'ai vraiment pas de souci par rapport à cela. Je pense qu'il est vraiment désireux de passer la main et que ça va très bien se passer. Il aura toujours un bureau à la commune d'Auderghem ? Ah, ça, on attend de savoir ce qu'il va faire. Là, si vous avez la réponse, ça m'intéresse.
En tout cas, s'il veut un bureau, vous n'allez pas l'en empêcher, c'est ce que je comprends. Et peut-être, vous parlez de nouvelle génération. Quel est votre âge, Sophie De Vos? Alors, j'ai 46 ans. Et vous avez deux enfants, je ne suis pas la plus jeune de la nouvelle génération. Non, oui, j'ai 2 grands-enfants en blocus en ce moment. Oui. En blocus, voilà. Mais parlons un peu d'Othergame. Alors, vous avez beaucoup parlé de responsabilité dans votre campagne. Hein, c'est un mot auquel vous tenez beaucoup. Est-ce qu'une des grosses responsabilités pour les 6 années à venir, c'est pas d'arriver au plan climat, à essayer de respecter les objectifs, hein, on a vu la COP24 ce week-end, les objectifs climatiques aussi au niveau de la commune? Alors, je pense que les défis sont nombreux. Il y a bien sûr le défi climatique, il y a la transition écologique, mais on a aussi au niveau communal du défi économique, du défi de mobilité. Donc nous, ce qu'on a vraiment l'intention de faire, c'est peut-être pas la solution unique, mais c'est certainement une des clés pour justement relever tous ces défis, c'est de se reconcentrer sur le local. On a vraiment développé notre programme de majorité par rapport à ça, en déclinant toute une série d'actions pour se concentrer sur le local. Manger local, se déplacer local, avoir de la place en crèche, travailler le plus souvent près de chez soi possible, pour véritablement tenter de répondre à ces différents défis environnementaux, vous avez raison, mais aussi économiques et de mobilité. Donc ça veut dire, en diminuant peut-être cette grosse mobilité, Othergame est quand même une commune où passe beaucoup de nafteurs. Ah oui, donc comment faire diminuer finalement cette pollution qui existe sur Othergame? Écoutez, il faut agir à de nombreux égards. Là, il n'y a pas une seule réponse, mais c'est clair qu'on ne peut pas continuer avec 40 000 voitures. Vous disiez beaucoup de nafteurs, je vous donne les chiffres, il y a 40 000 voitures qui rentrent dans Othergame tous les jours, enfin en tout cas en semaine. Donc il faut agir à de nombreux niveaux. Donc bien sûr, il faut développer les transports en commun, mais nous on plaide aussi pour un parking de dissuasion en entrée de ville. On plaide pour une ligne rapide entre ce parking et le métro. Ça fait des années aussi qu'on demande le retour d'une liaison de bus intra-quartier. On veut multiplier le nombre de stations de voitures partagées, on veut multiplier le nombre de vélobox. Donc voilà, il faut vraiment agir à tous les niveaux. Et puis aussi, il y a un gros travail, mais ça, je crois que c'est vraiment pas typiquement Othergamois, ça n'a rien à voir. C'est général, il faut continuer à travailler à l'évolution des mentalités. Parce que la mobilité, c'est aussi une question de comportement. Et lorsqu'on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte que si un after sur 10 covoiturait, ça réduirait les files de 30%. Si un after sur 4 covoiturait, il n'y aurait plus de bouchons. Donc si les gens étaient un petit peu moins attachés à leur voiture individuelle ou ne fût-ce qu'à partager leur véhicule, ça réduirait déjà fortement les problèmes de mobilité, de pollution et voilà. Et ça permettrait d'arriver à ces objectifs à climatiques. Ces objectifs en particulier. Oui. Alors, est-ce que l'idée d'abattre le viaduc Herman-de-Brou reste d'actualité parmi les demandes de la majorité? En tout cas, avec le viaduc, ce qui est sûr, ce qu'on sait maintenant, c'est que ça a une durée de vie limitée. Donc il faut absolument anticiper et ne pas se retrouver au pied du mur. Mais ce qui est certain aussi, c'est que tout ce grand projet d'entrée de ville ne se fera pas sans une consultation massive des Othergamois. Donc on va leur demander ce qu'ils souhaitent. Et est-ce qu'on parle encore de cette fusion avec Watermal-Boisfort? Christophe Magdelaine en avait parlé. Oui, alors mon avis, c'est que ça, c'est un dossier très séduisant sur le papier, mais c'est typiquement le genre de cas qui ne peut absolument pas être imposé d'en haut si la population n'en veut pas. C'est même pas la peine d'en parler. C'est vrai que ce qu'on peut faire, c'est multiplier les synergies, c'est envoyer notre personnel à des formations communes, on le fait déjà d'ailleurs, développer une offre culturelle, sportive complémentaire, faire des achats groupés pour bénéficier d'économies d'échelle, etc. Mais une fusion en tant que telle, je crois il faudrait vraiment qu'on me montre qu'est-ce que le citoyen va obtenir comme bénéfice à cela avant d'aller plus loin. Et en tout cas, ça doit venir du citoyen. Alors, vous êtes occupé pas mal de culture, de fêtes et d'animation ces dernières années. Alors, c'est vrai qu'à Othergame, il y a pas mal d'endroits de culture. On peut citer le Rouge Cloître, on peut citer le centre culturel, c'est déjà bien connu dans Bruxelles. Mais parlons un peu de sport, pour parler, ce n'est peut-être pas votre domaine particulier, mais vous avez suivi ce week-end les hockeyeurs des Red Lions, champions du monde, ils ont battu les Pays-Bas en Inde, premier titre mondial pour une équipe belge. Alors, quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. La première, une énorme fierté. La deuxième, un profond désintérêt. Ou la troisième, un sentiment de revanche. Une énorme fierté, oui. sans hésitation. Oui. Oui. Et pourquoi?
Mais parce que voilà, la Belgique est toujours un petit peu malmenée parfois dans les médias. On a toujours un peu l'impression qu'on a une mauvaise réputation pour ci, une mauvaise réputation pour là. Mais non, on a une équipe de foot qui est brillante, qui a presque été championne du monde. On a maintenant une équipe de hockey aussi qui est championne du monde. On est bon en cinéma, on est bon vraiment à divers niveaux. Et je suis très fière d'être belge quand j'entends que notre équipe de hockey est championne du monde. Alors vous avez vu qu'ils cherchent un stade national. Il y a des possibilités verts à Uccle. Et pourquoi à Ouderghem c'est pas possible? Finalement, vous avez un grand centre sportif. Oui, à Ouderghem, il y a quand même des difficultés d'extension, tout simplement. On est en bordure de forêt de Soignes, c'est une zone Natura 2000, c'est bordé par un quartier résidentiel. À moins d'étendre en hauteur, je ne vois pas très bien comment on pourrait installer un stade à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a encore des développements possibles dans une commune comme Ouderghem, justement, qui est si proche d'une zone Natura 2000 de manière générale? Est-ce qu'on peut encore penser à des développements? On a tout un quartier qui va sortir de terre au niveau de l'hôpital Chirec. Donc là, effectivement, il va y avoir des développements possibles. Ça va être un des projets sur la table au cours des prochaines années. Donc là aussi, avec beaucoup de participation, parce qu'on a l'impression, c'est un peu la mode de dire maintenant qu'on passe par une démocratie participative. Parce que tout le monde ne participe pas. Comment est-ce que vous allez faire pour convaincre finalement tous les Ouderghemois de participer? Alors, on ne va pas obliger les Ouderghemois à participer. On les oblige à voter, déjà. Oui. Je pense que les Ouderghemois, que les citoyens en général en ont un petit peu marre, je crois que c'est ça qu'on entend, d'être des espèces de moutons de vote qui mettent une croix dans l'isoloir tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans, et qui veulent suivre les effets de leur vote. Ils veulent pouvoir participer aux réunions, ils veulent pouvoir donner leur avis sur les décisions qui les concernent. Donc nous, on veut leur en donner la possibilité. Maintenant, on ne peut pas les en obliger, bien sûr. Le citoyen qui n'a pas envie de répondre à une question, il ne participe pas, Ça... Oui, mais est-ce que ce ne sont pas les plus concernés alors qu'ils vont juste donner leur avis et on va oublier les autres? Alors, on va mettre en place un certain nombre de mécanismes à différents niveaux. Donc, pour des grands dossiers qui concernent toute la population, par exemple le viaduc, on va mettre en place des mécanismes comme on appelle, tout le monde dit ça maintenant, 2.0, donc en faisant usage des nouvelles technologies. Mais pour des projets peut-être plus petits dans certains quartiers, on va mettre en place des comités de quartier, on va mettre en place le principe de budget participatif, on voudrait faire revenir plus de débats au niveau des conseils communaux aussi, exactement. Donc, en fonction des sujets, en fonction des cas, on va proposer des mécanismes de participation citoyenne différents. Merci Sophie De Vos. Demain, je vous retrouve avec notre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.